Dans ce journal, nous parlerons de la fermeture des boutiques autour du Grand Marché suite à l'injonction faite par le gouverneur de la région de Niamey à l'endroit des revendeurs de quitter les lieux. Ensuite, dans cette édition, il sera question de la pénurie de gaz qui risque de se compliquer avec la menace des professionnels du secteur d'arrêter le stockage et la distribution du gaz. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, cette note nécrologique avec le décès aujourd'hui de la fondatrice de la radio-télévision Tambara, Hajia Hawa Hambali, à la suite d'une maladie. L'enterrement aura lieu demain à 15h. Par ma voix, le directeur général et l'ensemble du personnel du groupe Labari présentent leurs condoléances à la famille éplorée. Paix à son âme. Ensuite, ce communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis à Niamey portant sur la revue des propos du secrétaire d'État John Kerry sur le renforcement de la communauté et la lutte contre l'extrémisme violent. Grâce à la force multinationale mixte avec l'aide des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, le Nigeria et ses voisins réduisent progressivement les capacités de Boko Haram. Mais nous savons aussi que vaincre Boko Haram sur le champ des batailles n'est que le début de l'action que nous devons mener. L'écrivain américain Harry David Thoreau l'a écrit, ils sont 1 millier à couper les branches du mal contre un seul qui s'attaque à sa racine. Nous devons donc nous attaquer aux racines de l'extrémisme violent. Pour remporter ce combat pour l'avenir, les États ne doivent pas se contenter de dénoncer les idéologies désastreuses et menant à l'impasse soutenue par les terroristes. Ils doivent également proposer à leurs citoyens une autre voie meilleure, porteuse d'espoir et tenant ses promesses. Pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent, nous devons faire en sorte d'associer l'action militaire à un engagement renforcé envers les valeurs comme l'honnêteté, la bonne gouvernance, l'éducation, la compassion, la sécurité et le respect des droits de l'homme. Les boutiques qui se trouvent autour du Grand Marché restent fermées. Cela fait suite à une décision prise par le gouverneur de la région de Niamey qui demande aux revendeurs de quitter les lieux. Nasser Antofo et Abdel Nasser Seydou pour le reportage. Après les accrochages entre forces de défense et de sécurité et revendeurs des alentours du Grand Marché dimanche dernier, ce lundi, les boutiques aux alentours de ces centres commerciaux sont restées fermées sous une grande surveillance des forces de défense et de sécurité. Sourde oreille, refus d'obtempérer ou incompréhension de la sommation faite par le gouverneur de la région pour déguerpir ces lieux, les revendeurs payent le prix de ces 2 jours de chômage. Nous sommes tous des Nigériens et de surcroît des jeunes. Et dans leur politique, les autorités ont prôné et demandé aux jeunes de rester au pays pour travailler. Et là, on se débrouille aux abords de ces marchés à travers des petits commerces et on nous demande de quitter. Mais pour aller où? Ces places nous ont été octroyées par la Sokojam et maintenant les autorités municipales nous donnent l'ordre de quitter et on ne sait pas où aller ni à quel sens se vouer. C'est vraiment une situation très difficile pour nous. D'où ces cris de cœur. Notre vœu, c'est que cette situation arrive jusqu'au président de la République, parce que c'est le seul qui peut trouver une solution à ces problèmes. C'est aux jeunes de construire ces pays, donc ils doivent nous aider, pas nous bloquer. Mon seul appel, c'est à l'endroit de toutes les personnes en lien avec ce problème, c'est de tout faire pour trouver une solution, pour qu'on puisse survivre, de nous laisser nous autres pauvres. L'occupation des alentours du Grand Marché a été et continue d'être cette véritable pomme de discorde entre commerçants et autorités municipales. Il est donc grand temps de trouver une solution définitive à cette occupation anarchique qui souvent cause des embouteillages constatés aux alentours du Grand Marché. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'août 2016. Une session au cours de laquelle plusieurs points soumis à l'ordre du jour seront examinés. Compte rendu Nafissa Hassan et Aboubakar Solé.
Le respect du chronogramme d'activité de l'instance de régulation qu'est le Conseil supérieur de la communication CSC. Une session au cours de laquelle seront examinés des points inscrits à son ordre du jour. Pour revenir à l'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil au titre du mois d'août 2016, ce projet DIGE comporte 6 points, à savoir examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de juillet 2016, information sur le Conseil supérieur de la communication, examen et adoption du rapport du groupe de travail chargé de l'examen des dossiers de candidature au Conseil de presse, examen et adoption du rapport semestriel de monitoring sur l'accès des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux médias publics, examen et adoption des rapports du Conseil de presse, questions diverses. L'examen et l'adoption du rapport du groupe de travail chargé de l'examen des dossiers de candidature du Conseil de presse. Autre point soumis à l'appréciation des conseillers. Comme vous le savez, le mandat des membres du Conseil de presse s'achève le 2 septembre prochain. Il est donc du devoir du CSC de renouveler la composition de cet organe consultatif chargé, entre autres, de donner un avis motivé au CSC pour la délivrance et le retrait de la carte de presse des journalistes professionnels, de veiller au respect de la charte des journalistes professionnels déposée auprès du Conseil supérieur de la communication, de relever tout manquement à la déontologie et à viser le CSC, d'auditionner les responsables des organes de presse ou les journalistes ayant fait l'objet de plaintes ou de saisines du CSC et dresser rapport, de proposer au Conseil supérieur de la communication des sanctions en cas de violation de la charte des journalistes professionnels et enfin de formuler des recommandations au CSC tendant à respecter cette même charte. La présente session du CSC intervient quelques jours seulement après l'organisation par cette institution de 2 conférences publiques de vulgarisation de l'ordonnance 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs dans les régions de Dosso et de Zander. L'environnement du fait de l'action des hommes n'est pas à l'abri de la dégradation. Aussi, pour participer à la protection de l'environnement, le centre de recyclage et d'innovation se démarque par la production d'objets utilitaires à partir des déchets plastiques. Plus de détails dans le reportage qui va suivre. Dans notre pays, l'environnement est sans cesse menacé par la prolifération des déchets plastiques provenant de l'usage des populations dans leur vie quotidienne. Des déchets plastiques qui participent à la dégradation de l'environnement. Ainsi, dans le but de renverser la tendance, le Centre de recyclage et d'innovation inscrit sa démarche dans la réadaptation des déchets plastiques afin de produire des objets utilitaires, comme l'explique ici Madame Amina Issa Adou, directrice générale du Centre de recyclage et d'innovation. À la base, nous, on a commencé par le concept de la restauration. Et on voulait un peu plus aller dans le concept de la restauration bio pour tout ce que vous savez. Donc, on a remarqué que plus on utilise les bidons, les sachets et bouteilles, plus on produit de déchets. Donc, au lieu de contribuer à dégrader l'environnement, nous avons un devoir qui nous oblige à le sauvegarder. Et c'est de là qu'est parti ce concept de recyclage, de recycler tout ce que nous utilisons et même au-delà. Parce que vous voyez, avec ce décor, il y a beaucoup de bidons, d'huile de vidange que nous n'utilisons pas, mais que nous pensons que nous pouvons recycler pour en faire des objets utiles en fait. Plus encore, au-delà de la production de divers objets pouvant faciliter la vie aux populations à partir des déchets plastiques récupérés, le Centre de recyclage et d'innovation travaille aussi à former des jeunes en matière de recyclage. Le centre d'abord, c'est un centre d'innovation et de recyclage. Innovation en ce sens qu'on peut innover dans beaucoup d'activités et recycler même au-delà des déchets plastiques. Donc nous donnons vraiment des formations avec des jeunes, que ce soit des jeunes parce que récemment, il y a quelques mois, le directeur à la formation, il a pu former des jeunes sourds dans le cadre du recyclage et c'était vraiment bien et on compte l'étendre. Donc les jeunes sont ces jeunes qui n'ont peut-être pas pu étudier jusqu'à un niveau supérieur ou qui font rien, ou même les jeunes élèves et étudiants parce qu'on est dans les périodes de vacances. Donc c'est tout ce beau monde qu'on essaie vraiment à initier dans le cadre du recyclage. Parce que le truc c'est qu'il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça commence de la base au sommet.
Pour sa part, le directeur du centre des jeunes de Bokoki n'a pas hésité à apporter son soutien au centre de recyclage et d'innovation. Madame et son équipe étaient venues me voir pour me demander si je peux leur permettre d'avoir un local et également faire la promotion de leur activité. Donc on a échangé par rapport au contenu des activités. Et effectivement, ils m'ont convaincu que cette activité colle très bien avec nous, notre mission du Centre national de référence pour jeunes. Et ils m'ont convaincu effectivement en disant que ce recyclage consiste à produire à travers les déchets qu'ils ont produits, les déchets solides, faire des poubelles, faire des sacs, faire en tout cas pas mal de choses. Donc nous, en tant que promoteurs, n'est-ce pas, de la jeunesse, donc ça y va de notre mission pour leur permettre ou leur créer un cadre pour faire promouvoir leur activité là. Le centre de recyclage et d'innovation logé au sein du centre de jeunes de Bokoki mérite les encouragements mais aussi le soutien de tous les acteurs engagés dans la protection de l'environnement. Après plusieurs semaines de pénurie du gaz butane dans notre pays, la situation risque de se compliquer davantage dans les prochains jours. Le groupement des professionnels du gaz menace d'interrompre le stockage et la distribution du gaz pour cause d'incapacité de production à partir de demain. Reportage Michel Deji et Soumaïla Abdoulaye. C'est à travers une correspondance en date du 16 août dernier que l'ultimatum a été donné par le groupement des professionnels du gaz qui rappelle au gouvernement une fois de plus que la gravité de leurs problèmes part du fait de l'inadéquation et de l'irréalisme des prix du gaz domestique que leur impose l'État. Des préoccupations qui ont déjà fait objet de 2 mois de travaux d'un comité ad hoc mis en place pour réfléchir sur la commercialisation du gaz domestique au Niger. Des réflexions au terme desquelles il est ressorti que l'État doit soit accorder des subventions aux professionnels du gaz au Niger, soit accepter une hausse de prix qui pourrait faire basculer le prix de la bouteille de 12,5 kg de gaz butane de 3 750 francs à 5 663 francs pour résorber le problème dans les jours à venir. Auparavant, le gaz était subventionné. Même que les gens ne veulent pas parler de subvention, mais le prix du gaz était supporté. Et ce gaz était supporté par les consommateurs, par nous-mêmes. Parce que dans la structure du carburant, on prélève 2,5 francs sur chaque litre de carburant pour justement supporter le gaz. Malheureusement, depuis l'avènement du gaz au Niger, on a arrêté cette subvention. Nous avons effectivement écouté les gaziers, ils nous ont expliqué leurs problèmes. Et le problème est très simple. Ou on subventionne le gaz, ou on va au prix réel du gaz. C'est même à la source que c'est cher, parce que ça, ce produit-là, on doit le brûler, mais on le récupère et on l'utilise. Donc voilà tout le problème. Si aujourd'hui Soraz accepte de vendre le gaz à 500 francs, mais ça résout tous les problèmes des Nigériens. Une situation qui risque d'être intenable dans les prochains jours et qui inquiète les structures de défense des droits des consommateurs et des acteurs de l'environnement. Effectivement, ils ont dit que sur les bouteilles de gaz, qu'ils perdent énormément d'argent. C'est là où vraiment nous ne comprenons pas comment ces gens-là disent qu'ils perdent. Et cela n'est pas sans conséquence sur notre environnement. Donc nous posons la question, qu'est-ce qu'on fait véritablement de ce fonds? Mais nous aurions appris quelque part que ce fonds est utilisé, ou bien dans le fond on puise pour pouvoir soutenir la SONIDEP. Et ce qui n'est pas du tout normal, parce que la SONIDEP c'est une société commerciale qui commercialise le pétrole, et il est important que la SONIDEP, parce que la SONIDEP est appelée à faire des bénéfices. Si la SONIDEP ne fait pas de bénéfices avec tous ceux qui sont en train de vendre comme du pétrole, comme du pétrole ou bien comme de l'essence, nous pensons que le ministre de l'énergie doit sortir nous donner des explications par rapport à la gestion de ce fonds. Parce que c'est des fonds qui sont appelés à supporter vraiment les coûts quelque part des ménages par rapport à l'utilisation du gaz, par rapport à l'achat du gaz. Des situations de pénurie qui risquent de passer à une situation de rupture sur l'ensemble du territoire national si des dispositions urgentes ne sont pas prises dans l'immédiat, annonce le bureau exécutif des professionnels du secteur. Le groupement des professionnels du gaz qui prend pour seul et unique responsable le gouvernement de tout ce qui pourrait advenir de la situation à compter de ce 30 août 2016.
L'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger a procédé cet après-midi au lancement de la deuxième version améliorée du jeu Million Inna, un jeu qui a pour objectif de faire plusieurs millionnaires parmi les clients Orange dans les 4 semaines à venir. Plus de précisions avec Nafisa Zakou et Soumaïla Abdoulaye. Après la première vague en mai dernier, Orange Niger lance ce 29 août la deuxième version innovée du jeu Million Inna qui permettra aux clients Orange de gagner 1 million de francs CFA par semaine. Pour cette deuxième version, plusieurs innovations sont en cours. Fidèle à sa politique d'innovation, Orange a déployé dès 2011 un réseau haut débit mobile 3G+, qui couvre désormais toutes les capitales régionales et certains départements. Notre ambition n'est pas simplement d'être un opérateur de téléphonie, mais bien de rapprocher les clients de leur essentiel. C'est pour cela que depuis plusieurs mois, nous travaillons à mettre en place une nouvelle dynamique dont l'ambition est de placer le client au cœur de nos préoccupations. Le jeu Million Inna fait partie de cette nouvelle donne où chaque semaine, nous donnerons la chance à un client d'être millionnaire et 10 autres clients de gagner 50 000 francs CFA chacun en unité de valeur déposée sur leur compte Orange Money. Ces montants permettront à chaque gagnant d'acheter les lots de son choix, de préparer soit la rentrée scolaire, soit la fête de Tabaski ou d'autres dépenses au besoin. Pour prétendre être parmi les heureux gagnants du jeu Million Inna, la procédure est simple. Pour faire partie des heureux gagnants de ce jeu Million Inna du 29 août au 25 septembre 2016, il suffira à tout client payé d'Orange Niger de faire un peu plus sur sa consommation hebdomadaire à partir de 500 francs CFA en crédit de communication. Cet effort de communication doit être d'au moins 30% dans la semaine pour participer au tirage pour le million et les 10 autres lots intermédiaires de 50 000 francs chacun. Le super gros lot sera un véhicule qui sera gagné par tirage au sort parmi les clients qui auront au moins 100% de hausse dans leur consommation du mois. À travers ce jeu, nous voulons faire vivre à nos clients d'une autre façon une expérience incomparable en leur permettant de réaliser leurs rêves. Il faut noter que plusieurs questions d'éclaircissement ont été posées par les journalistes. Des questions auxquelles le directeur du marketing d'Orange a donné des réponses claires et précises. Enrico Sborghi, il est attaché à la délégation de l'Union européenne au Niger en fin de mission dans notre pays en reconnaissance de la bonne collaboration et l'appui à la Commission nationale des droits humains CNDH. Une cérémonie de remise de cadeaux symboliques a eu lieu cet après-midi même dans les locaux de la Commission. Ousmane Sidiko et Abokar Souley pour le reportage. La remise de ce cadeau symbolique témoigne la gratitude de la CNDH, Commission nationale des droits humains, à cet homme, Enrico Borgi, attaché à la délégation de l'Union européenne en fin de mission dans notre pays. Enrico s'en va, mais il ne part pas pour toujours. Nous avons voulu témoigner de notre affection, de notre reconnaissance pour M. Enrico Borgi, pour tout l'appui, les conseils qu'il a eu à nous apporter tout au long de son séjour. Et surtout pour votre détermination dans le partenariat entre la CNDH et l'Union européenne. Aujourd'hui, cela est démontré, Enrico. Nous n'avons pas besoin de nous étaler là-dessus. C'est vraiment le lieu de vous remercier très sincèrement pour tout l'appui, les conseils que vous avez eu à nous apporter dans le cadre de ce partenariat. Ému, l'homme portera où qu'il soit le Niger dans son cœur, sa seconde patrie dont il ne garde que de très bons souvenirs. J'étais très content de venir dans ce pays parce que les peu de mois que j'avais passé en 1999 m'avaient vraiment chauffé le cœur pour l'accueil des Nigériens. Depuis mon arrivée, je pense qu'il y a eu 3 commissions nationales des droits de l'homme avec différents noms. Merci encore. J'étais accueilli vraiment très bien
dans ces pays. Je me suis jamais senti un étranger. Amadou Ampateba, il dit que dans l'Afrique occidentale, on ne peut pas refuser, on ne peut jamais dire non à 4 personnes. Et une de ces personnes, c'est l'étranger que Dieu vous a envoyé. Absolument. Je me suis vraiment senti chaque jour l'étranger que vous a envoyé. À son deuxième séjour au Niger, 9 ans durant, l'homme n'a jamais cessé d'œuvrer pour le respect tout comme la défense des droits humains ainsi que leur rayonnement, ce qui justifie à cette cérémonie la présence de plusieurs acteurs de la société civile et des droits humains. Ouverture ce matin à Maradi d'un atelier de formation des journalistes sur les mariages des enfants, une initiative de l'UNICEF. Venus de plusieurs régions, ils sont nombreux les hommes des médias à y prendre part. Compte rendu Harriet Salah et Ibrahim Abdou. Cet atelier qu'organise l'UNICEF rentre dans le cadre d'une approche communautaire initiée pour améliorer les conditions de vie des jeunes filles à travers la prise de conscience des populations sur les bénéfices de mettre fin au mariage des enfants. D'où le choix des journalistes pour faire véhiculer ce message. Parce que c'est quand même un atelier qui entre dans un des mandats de l'UNICEF, à savoir la protection des droits des enfants et de leur développement. Donc c'est à ce titre-là qu'un certain nombre d'approches ont été développées par l'UNICEF en milieu communautaire, ce que nous appelons les approches à base communautaire, dont celle-là, la lutte contre les mariages précoces, ça fait partie des stratégies que nous sommes en train de développer au niveau communautaire pour un changement de comportement, pour mieux conscientiser les populations. Et je pense vous êtes quand même un des canaux ou les personnes les plus mieux indiquées pour diffuser ces messages-là, parce que vous avez une grande audience, ça fait partie de votre mission en tant que média. Le Niger s'est inscrit à l'initiative globale Accélération du mouvement pour mettre fin au mariage des enfants. C'est pourquoi le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication a salué la tenue de cet atelier, le 3e du genre. La particularité de cette année, c'est qu'on a choisi l'angle du mariage des enfants. Après toutes les analyses, l'association du Niger et l'orientation mondiale a recommandé de prendre en charge, de faire un grand plaidoyer par rapport à cette question qui a des incidences énormes sur la santé de la mère et de l'enfant. Donc pendant une semaine, nous allons nous atteler à cet exercice. Nous aurons des présentations à travers les projections et des débats sur la thématique, sur les différents volets de la protection de l'enfant, et particulièrement celui du mariage précoce. Et nous aurons un certain nombre de jours pour réaliser des reportages au niveau de la région de Maradi, pour essayer de faire les diffusions du point de vue général sur le niveau national, afin que cela porte au niveau de la mobilisation communautaire pour réduire le mariage des enfants. Cet atelier qui durera 7 jours a pour objectif global de mettre en œuvre le plan de communication 2016 de l'UNICEF Niger sur le mariage des enfants, former les journalistes des médias partenaires sur les questions liées au mariage des enfants et appuyer dans la production de reportages sur les mariages des enfants. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.